France Inter, le 7-9-30. 7h48, Alexandra Ben Saïd, votre invité ce matin est auteur et compositeur. Bonjour Jean-Michel Jarre et bienvenue. Bonjour Alexandra. Vous venez Bonjour avec à tous. cet album tout frais, ça s'appelle Oxymore. Alors je l'ai dit à 7h aux auditeurs, c'est à la fois un voyage, une prouesse, un plaisir, une expérience. On entend, je vais essayer de le décrire, on entend de la musique bien sûr, du très bon rythme, des sons électroniques comme de gigantesques machines en fonctionnement, des sons organiques aussi, de l'eau qui ruisselle devant, du feu qui crépite à côté, un bâton qui va courir sur une grille alors qu'il va rentrer par l'oreille gauche, sortir par l'oreille droite. Jean-Michel Jarre, cet album, c'est une première, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore entendu. Alors, c'est vrai que c'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps et j'en profite pour rendre hommage à cette maison parce que je suis un enfant de la maison. J'ai commencé au groupe de recherche musicale avec Pierre Schaeffer. C'est un hommage aussi à cette époque, c'est-à-dire les balbutiements ou l'origine de la pensée des racines françaises de la musique électroacoustique électronique où en fait, pour la première fois, des compositeurs, Pierre-Henri et Pierre Schaeffer en particulier, ont cultivé finalement ce que je pourrais appeler l'apologie de l'oxymore, c'est-à-dire pour la première fois de réfléchir la musique en termes de pas seulement de notes basées sur le solfège, mais en fait l'idée de mélanger des bruits, les bruits de la nature, les bruits de la ville, à des sons orchestraux. C'est-à-dire mélanger le son d'un oiseau avec une clarinette ou le son d'un moteur avec des percussions. Et c'est une contribution majeure à la manière dont on fait la musique électronique aujourd'hui. D'ailleurs, tout genre de musique, on passe du hip-hop, du rock, de la pop ou autre. Et j'avais donc envie m'étant toujours intéressé au rapport de la musique avec l'espace, j'avais envie vraiment d'approfondir pour la première fois une manière différente de composer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a un rapport frontal à la musique. C'est-à-dire que quand on compose avec un orchestre, on visualise l'orchestre en face de soi. Quand on est en studio comme ici, on a des haut-parleurs en face de soi. Mais en fait, la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand on se parle en mono. Un oiseau qui chante au mono. Et paradoxalement, la technologie aujourd'hui nous permet de revenir à une écoute naturelle du son, puisque dans la vie, on est entouré par le son. En effet, vous posez les sons dans l'espace, comme des objets tout autour de nous, à 360 degrés. C'est du son immersif, et vous l'avez en effet fabriqué à la Maison de la Radio avec notre ami Hervé Desjardins, qui est responsable de l'innovation. Qu'est-ce que c'est un son immersif? Ça veut juste dire qu'il y en a partout tout autour? Alors, c'est l'idée justement, comme vous le dites très bien, de poser en fait chaque partie de l'arrangement autour de soi, comme des objets sonores dans l'espace. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et ça change complètement la manière d'abord de composer et ensuite aussi d'écouter. Et c'est aussi une manière, au moment du développement des mondes immersifs, des métaverses dont on parle tellement, une manière aussi de comprendre que c'est toujours la technologie qui dicte les styles. C'est parce qu'on a inventé le violon, que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé le cinématographe, qu'on a Fritz Lang, Godard ou Tarantino, et pas l'inverse. Et en fait, cette nouvelle manière d'écouter le son qu'on a l'habitude d'entendre dans les salles de cinéma, avec le Dolby Atmos par exemple, va évidemment changer complètement notre rapport, nous compositeurs et créateurs, à la manière de composer et de créer. Vous êtes en train de dire que la stéréo, bientôt, c'est fini? Je pense que dans quelques temps, on considérera la stéréo avec la même affection avec laquelle on considère les gramophones de nos grands-parents. Jean-Michel Jarre, à ce stade-là, les gens se disent peut-être, bah oui, mais moi, elles sont à 360 degrés, avec, je sais pas, moi, mon ampli traditionnel, je vais pas pouvoir le faire à la maison. Alors détrompez-vous, puisque Détrompez-nous. en fait, on peut écouter justement cette immersion avec un casque standard et son smartphone, ou avec aujourd'hui le développement de toutes les barres de son sous les écrans plats qu'on peut avoir à disposition. Tout ça est en train de... C'est un moment de disruption. Les jeunes artistes ont beaucoup de chance parce que finalement, les moments de disruption sont toujours très, très positifs pour les créateurs. C'est le moment justement de détourner des technologies qui ne sont pas nécessairement destinées et qui permettent justement d'explorer des champs encore inexplorés. Alors, la puissance de cet album Oxymore, c'est la force des émotions et des images que la musique immersive peut en effet déclencher. On pense au cinquième élément de Luc Besson, vous avez parlé de cinéma, on pense aux albums d'Enki Bilal, on pense à Daft Punk. Il y a tout un monde dans ces sons. Et justement, vous, Jean-Michel Jarre, vous créez un monde. Ça s'appelle Oxyville. C'est du métaverse pour accompagner l'album, c'est ça ?
Oui, enfin, moi je suis parti du principe qu'aujourd'hui on est bombardé d'images et je ne vais pas m'en plaindre puisque, j'ai beaucoup, travaillé justement l'idée de la visualisation de la musique, électronique à une certaine époque. Mais, en fait, j'avais envie pour Oxymore, d'une part, de revenir à la matière sonore, c'est-à-dire de faire des concerts où en fait je demande aux gens de fermer les yeux, ce qui peut paraître paradoxal, mais en même temps de réserver la partie visuelle, au métavers et à la réalité virtuelle. Je pense que quand on parle de réalité virtuelle, au fond, on est obsédé par l'image. Le champ visuel est de 140 degrés, mais le champ auditif est de 360 degrés. Donc pour l'être humain, la première manière d'être touché par l'immersion, c'est le son. Mmh. Mais ce qui est intéressant avec le métavers, c'est sa dimension sociale et poétique dont on ne parle pas assez. Il y a une dimension sociale sur le fait que des gens qui sont isolés pour des raisons géographiques, pour des raisons de handicap, peuvent être connectés au même moment, être touchés par une exposition, par un opéra, par un concert qui va se passer dans le métavers et qui va permettre justement de connecter les gens de manière plus démocratique et souvent aussi moins énergivore, ce qui serait encore un Ah, autre, ça, c'est encore un un autre autre dans notre domaine. Mais Jean-Michel Jarre, vous voulez donc, vous créez, alors il y a cet album, il y a ce métavers que vous créez qui s'appelle Oxyville, et là vous voulez faire des concerts. En quoi c'est un... Vous avez fait des concerts devant des millions de personnes en chair et en os. Est-ce que c'est vraiment souhaitable quand même ces concerts dans le métavers avec chacun son casque de réalité virtuelle, éloignés les uns des autres? Vous dites ça peut en rapprocher certains, mais finalement on va être tout seul. Non, le premier objet virtuel, c'est le livre. En fait, quand on se projette dans Harry Potter ou dans Le Rouge et le Noir, finalement, on imagine les protagonistes. On s'imagine acteur ou voyeur. Donc, se projeter son imaginaire de manière individuelle, c'est quelque chose qui fait partie presque de notre culture, de l'ADN de notre culture. Donc là, on franchit un pas de plus, c'est le fait de pouvoir se téléporter avec son jumeau numérique et de manière pas nécessairement dystopique, mais qui peut être aussi extrêmement poétique. Et ça ne va pas tuer le spectacle vivant, la musique, la scène? Vous savez, ça me fait penser au début des Frères Lumière, quand les gens du théâtre disaient « Mais finalement, ces gens qui s'agitent sur une toile blanche sont pas des vrais acteurs. Un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur une scène devant un public. » Et c'est devenu l'art majeur qu'on connaît. Je pense qu'il est temps de considérer justement le métavers et la réalité virtuelle comme un mode d'expression en soi qui, comme le cinéma n'a pas affaibli le théâtre mais l'a renforcé, va renforcer le spectacle vivant, va renforcer les salles d'exposition, les musées, pour essayer justement d'atteindre même aussi des nouvelles générations qui s'est habituées à une grammaire, cette grammaire du métavers qui vient au fond du jeu vidéo et qui peut faire venir justement toute une nouvelle génération sur un patrimoine culturel auquel ils n'ont pas nécessairement contact. Alors, de vous, le musicien et producteur Bertrand Burgala dit que vous êtes un rêveur, mais pas seulement, parce que quand vous parlez du son immersif, quand vous parlez du métavers, vous dites que si on sait bien s'y prendre, ça pourrait devenir la future norme. La norme, ça veut dire de l'argent et du pouvoir, et ça veut dire la souveraineté culturelle. Vous croyez que là, les Européens ont un coup d'avance? Moi, je défends beaucoup l'idée d'une participation de la souveraineté européenne en matière de métavers, de ne pas faire la même erreur. On a inventé Internet, on s'est laissé piquer par les Américains, et il est urgent aujourd'hui de ne pas refaire la même erreur, c'est-à-dire de devenir des sortes je dirais, d'Aztèques de Cortés 2.0, et d'être acheté par la verroterie bon marché de Zuckerberg. N'oublions pas que Zuckerberg veut dire montagne de sucre en allemand, et le sucre est mauvais pour l'être humain en trop grande quantité. Ah, vous les aimez pas trop, hein, les Zuckerberg, les patrons de Google, tout Non, ça? je pense qu'il faut arrêter. Enfin, c'est un problème global que vous évoquez souvent ici autour dans ce studio. C'est que les Américains sont des partenaires, pas des alliés. Et je pense que sur le plan de la création, nous avons une vision du monde à faire passer, et on a trop longtemps eu, je dirais, l'impression de séparer les problèmes de production et de distribution. Nous avons besoin de la maîtrise aussi de notre distribution, sinon on gardera notre jus de cerveau et nos productions sur notre cheminée, et c'est urgent de réagir. Allez, avant de se quitter, quand même, on a beaucoup parlé, hein. Maintenant, on va se faire plaisir aux oreilles. On va écouter Brutalisme dans l'album Oxymore.
Oxymore, le 22e album de Jean-Michel Jarre, enthousiaste, la pêche à 74 ans. Merci d'avoir été avec nous sur France Inter ce matin. Merci à vous.